Voilà, me voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut, bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Mickaël 23, qu'as-tu à dire aujourd'hui? Eh bien, attendez, mettre au milieu du cadre de l'axe. Tout fonctionne parfait, parfait, John Doe. Alors, j'avais plusieurs choses à vouloir. Enfin, je voulais discuter avec vous plusieurs choses. Et vous me dites, hein, surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions, vous intervenez. Euh, Mais bien évidemment, les Girondins de Bordeaux, on pourra y revenir et on pourra en discuter. Après, je suis pas Romain Molina et j'ai pas des informations en coulisses. Moi, tout ce que je peux décrire et constater, c'est ce qui se passe de l'extérieur. Merci Cyril. Attendez, parce que je viens de manger un pain au chocolat. Ah, pourquoi tu dis ça, Frasir? Eh bien non, figure-toi que je suis quelqu'un de très matinal et que ce matin, je suis allé. Remercions pour cette occasion un certain Maxime Taillebois. Je suis allé à la salle de sport, Basic Fit, et je sors de la douche. Excusez la tenue, je sors de la douche. Donc non, je ne suis pas, je n'ai pas de sortir du lit. Bonjour Sébastien, 111 000, non 11 100, pardon. Donc je voulais avec vous, mais je le répète, on peut parler des Girondins de Bordeaux, mais c'est pas, voilà, je ne suis pas Romain Molina, donc j'aurais pas d'informations. Je réagis à ta blague et je te dis ce que je faisais. J'étais à Basic Fit. Parce que, merci Maxime, les salles ont ouvert. Ouais, donc Bordeaux, je suis pas Romain Molina, donc j'aurais pas d'informations, je suis pas un initié et un sachant et j'aurais rien à vous dire de plus que ce qui a déjà été, ce qui a pu être dévoilé dans la presse et on pourrait analyser entre nous ce qu'il en est. Je pourrais vous donner mon avis, mais vous attendez pas des révélations. Là où je voulais plus, à la rigueur, revenir, c'était sur. Alors, il y a un élément aussi sur lequel j'aurais voulu discuter avec vous, c'était de mon livre. Je voulais aller chercher un exemplaire. J'aurais dû en avoir un à côté de moi, mais, euh, je pourrais vous parler du making-of et de quoi il part, de ce qu'il traite, et vont faire un peu la pub finalement, parce que je suis censé faire de la promo. Et c'était aussi, j'y ai pensé hier, parce que j'ai vu que ça avait beaucoup débattu quand c'est sorti, et j'ai été directement intégré à la réflexion, puisque j'ai fait partie, moi, du conseil de l'UNFP à ce sujet, sur les 4 projets d'études en cours, salut Stéphane, les 4 projets en cours développés actuellement par la LFP, qui ont été dévoilés hier dans l'équipe, mais j'avais déjà en tête ce qui se tramait en coulisses. La sonorisation des arbitres, là-dessus, c'est pas une proposition de l'UNFP, c'est directement pardon, oui, ce n'est pas une proposition de l'UNFP, c'est une proposition de la Ligue. La sonorisation des arbitres, le contrat à 5 ans et la sacralisation de la formation française, le premier contrat à 5 ans, le plafonnement du nombre d'effectifs. Ici, c'est une proposition de l'UNFP à laquelle j'ai participé dans sa rédaction et dans son analyse. Et le quatrième, c'était le ratio salaire sur budget qui avait été, lui, à l'origine, une proposition de la DNCG qui aurait dû être appliquée pour la saison 2021-2022 et ça avait été décidé avant la crise économique. Et au moment du premier confinement en mars dernier, la DNCG, en accord avec les clubs, a suspendu sine die cette réforme. Et donc là, il semblerait que le NFP soit prêt à remettre en place cette réforme voulue à l'origine par la DNCG. Donc il y a ces 4 choses-là sur lesquelles on pourrait débattre. Donc je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Il y a les Girondins qui sont d'actualité. Forcément, on peut en parler. Il y a les 4 propositions et donc il y a mon livre. Ouais, Raphaël, je suis super. Je t'avais dans quelle classe? Parce que comme j'ai plein de... C'était à Paris 1 ou la SMS? Donc voilà. Je ne sais pas donc voilà, comment vous voulez procéder. On peut commencer tout de suite sur le débat sur les 4 propositions. On pourra revenir sur les Girondins. Et ensuite, je pourrais vous faire la pub de mon livre et vous raconter un peu le making-of. Pour les Girondins, les seules choses que je peux vous dire, c'est ce qui est déjà sorti dans la presse. C'est ce que j'ai pu entendre à droite à gauche en discutant avec des gens à l'équipe. Je le répète, vous n'attendez pas des révélations. Je ne suis pas Romain Molina. Mais par contre, je peux avoir une grille d'analyse. Et ce qui est intéressant, c'est donc ce que est en train de faire, décider les dirigeants actuels des Girondins.
C'est comme si demain on disait que. Alors, ce que je te propose, Stéphane, c'est que quand je fais un speech girondin, on en discute, on en débat si vous voulez en débattre. Et si ça s'arrête, et ben on parlera effectivement des 4 propositions, y compris la formation. Et je te montrerai. Alors, toi, tu disais la sacralisation, j'imagine, ou le plafonnement des effectifs. Euh, de toute façon, on aura le temps d'en discuter. Moi, je suis là jusqu'à midi, puisqu'il faut que j'ai un rendez-vous à 12h15. Donc, on est là jusqu'à midi. Donc, voilà, on aura tout à fait le temps de pouvoir en discuter et en débattre. Concernant les Girondins, donc, on est sur un cas de figure où ils sont mis en vente par King Street, ils sont endettés, ils ont un besoin de liquidité, ils ont un besoin de fonds pour le fonctionnement qui aurait été estimé selon la DNCG autour de 50 millions d'euros. En même temps, ils doivent rembourser la dette de Fortress à 38 millions, si je ne dis pas de bêtises, ou 37 millions, plus ses intérêts qui seraient évalués entre 3 et 4 millions d'euros. Et jusqu'à récemment, il y avait donc 2 candidats qui étaient sortis du lot. Il y avait Lopez et Kyo. Alors Lopez qui a fusionné avec Rigaud, le dossier de reprise, et Kyo. Et la deadline avait été fixée à jeudi 14h. Et au final, les dirigeants actuels des Girondins n'ont pas validé, en tout cas n'ont pas trouvé satisfaction sur les propositions de reprise des 2 acteurs que sont en l'occurrence Lopez et Kyo. Ce qui est intéressant, c'est que Kyo, il a été refroidi. Je ne sais pas si vous avez suivi. Kyo a été refroidi non pas parce que son dossier n'était pas qualitativement intéressant. D'ailleurs, ça n'a pas été précisé qu'il a été oui ou non qualitativement intéressant. C'est que Kyo a imposé comme injonction le respect de la lettre. Si vous voulez, en gros, King Street, en juillet 2020 dernier, donc l'année dernière, pour passer l'oral, si je puis dire, de la DNCG, avait promis de remettre à plat la dette de Bordeaux sur l'année en cours. Avait promis, en gros, parce que déjà l'année dernière, je ne sais pas si vous en souvenez, déjà l'année dernière, il y avait des inquiétudes concernant l'état des finances et de la comptabilité des Girondins. Et déjà l'année dernière, il y avait des débats sur vont-ils rester, vont-ils tenir, vont-ils passer le grand oral de l'UNFP. Et à cette époque-là, King Street avait rédigé une lettre promettant qu'ils allaient remettre à plat le passif des Girondins sur la saison en cours, en tout cas qu'ils allaient le faire. Et donc Kyo, lui qui était à l'époque, il a démissionné en août, si je ne dis pas de bêtises, de son poste de président de la Ligue. Donc il avait été au courant, en tant que président de la Ligue à l'époque, il était mis au courant de la situation. Et donc il le savait. Et donc là, lorsqu'il a intégré la data room et qu'il a intégré les favoris pour la reprise des Girondins avec son dossier, devant les actuels dirigeants de King Street et Longue Épée, il leur a dit moi, je ne reprends pas la dette, puisque vous avez fait la promesse que la dette, vous la remettrez à plat. Et moi, je veux bien reprendre les Girondins, moi, je peux apporter des fonds, mais je refuse de me porter garant de la dette, puisque vous aviez fait la promesse que vous la remettriez à plat l'année dernière. Chose qui n'a pas été respectée, puisque vous mettez en vente le club et qu'il y a toujours la dette de Fortress et des passifs qui augmentent. Donc, Kyo, en fait, les dirigeants n'ont pas accepté son ton un peu professoral et cette injonction en disant « je reprends à la seule condition que vous respectiez vos engagements de remettre à plat ce passif ». Et donc, Kyo a été mis hors jeu par cette déclaration, en tout cas, ce comportement. Et donc, c'est retrouvé que Lopez et Rigaud. Et Lopez, là, ici, c'est plus pour une question de légitimité du budget financier, en tout cas des promesses financières et de la crédibilité du budget financier, qu'on a mis de côté son projet en attente de plus ample développement et information. Et Lopez a demandé 2 semaines supplémentaires pour constituer la qualité de son dossier. Sauf que les Girondins, face à l'échéance qui s'accélère, ont publié hier un communiqué de presse disant que si mardi rien n'était fait, ils allaient entamer une procédure de redressement judiciaire. Mais là où c'est intéressant, et c'est là où on pourra justement en débattre avec vous et me donner votre avis, parce que ce que j'ai appris est quand même n'est pas piqué des hannetons, c'est que donc
L'année dernière, pendant le Covid, la Ligue avait amendé l'article 103 de son règlement concernant les procédures de rétrogradation administrative, pardon, et avait stipulé que, logiquement, en toute logique, hors crise économique, hors crise conjoncturelle, lorsqu'un club est mis en redressement judiciaire, mais que le plan de sauvegarde est validé par la Ligue et par la DNCG et par le tribunal de commerce, et assure sa stabilité économique et ne fait pas faillite et n'est pas placé en liquidation et ne retrouve pas un statut amateur, garde son statut professionnel, mais est tout de même placé en redressement judiciaire, il est relégué d'une division. C'est le règlement habituel, relégation d'une division. Bordeaux en Ligue 2. Sauf qu'ils avaient amendé, donc l'année dernière, l'article 103 de son règlement en stipulant, enfin en précisant que si cette procédure était entamée avant le début de la saison 2021-2022, le club pourrait, sauf cas contraire, sauf décision unilatérale de la DNCG, dans le respect de l'équité sportive, le club pourrait rester en première division, en Ligue 1. Et c'est d'ailleurs pour ça que les dirigeants de Bordeaux ont dit « Ok, on se met en redressement judiciaire très tôt, avant la reprise de la saison, pour respecter le règlement et assurer notre maintien en première division. » Ce qui est d'ailleurs, de leur part, on pourrait dire très intelligent, parce que s'ils se mettent en redressement judiciaire, ils pourront faire défaut sur la dette, ils pourront demander un rééchelonnement, ils pourront demander une suppression, une requalification, en tout cas, ils pourront obtenir une réduction de ce passif, tout en restant en première division. Donc juridiquement, ça se plaide et ça se tient. Là, vous me direz, ok, très bien, très intelligent de leur part, ils se mettent en redressement judiciaire mardi, et aussi, ils ont mis la pression sur Fortress, parce que s'ils se mettent en redressement judiciaire mardi, Fortress pourrait perdre sa créance sur Bordeaux, et pourrait potentiellement perdre ses 38 millions d'euros. Donc, il faudrait aussi accélérer le processus, et que Fortress accepte de mettre de l'eau dans son vin pour autoriser à ce que cette dette soit rééchelonnée, que les taux d'intérêt soient renégociés, qu'elle soit allongée dans le temps, pour que les investisseurs potentiels, notamment Lopez, la récupèrent, mais réduisent le poids sur le budget total et sur les finances totales. Donc c'est aussi un moyen de mettre la pression sur Fortress, de lui dire, Fortress, fais gaffe parce que tu as en créance 38 millions d'euros, mais si on se met en redressement judiciaire, on aura le droit, avec l'aval du tribunal de commerce, on aura le droit de faire défaut sur la dette, de la renégocier, de la réduire, de l'annuler, de la supprimer. Donc, tu pourrais tout perdre. Donc, essaye aussi de calmer tes exigences et tes ardeurs et comprends-nous et accepte voilà, d'entamer des négociations intelligentes et intelligibles avec les repreneurs et avec les dirigeants. Et là, on pourrait s'imaginer que ça pourrait être le meilleur scénario possible. Bordeaux se maintient en Ligue 1, Bordeaux réduit son passif, Bordeaux renégocie sa dette, et le règlement l'autorise donc à être en redressement judiciaire tout en se maintenant en première division. Là, vous me direz, ok, c'est le meilleur scénario. Sauf qu'il y a un rebondissement. Mickaël, oui, si Bordeaux va en Ligue 2, c'est le perdant du barrage qui est qualifié en Ligue 1. Donc, c'est Toulouse. Ça, c'est mon règlement. C'est si, à la fin de saison, après le début des barrages, il y a un club de Ligue 1 qui est relégué, c'est le perdant des barrages qui monte en première division. Donc, Nîmes n'est pas sauvé. C'est Toulouse qui sera en Ligue 1. Et donc, je reprends sur cette situation. Vous me direz, les supporters bordelais, possiblement le meilleur scénario, Bordeaux reste en Ligue 1 et la dette est réduite. Sauf qu'il y a un rebondissement. C'est qu'en gros, la DNCG peut remettre en cause ce protocole, remettre en cause cet amendement par le respect de l'équité sportive. Parce qu'en gros, se mettre en redressement judiciaire, ça signifierait faire défaut sur sa dette ou une partie de sa dette, tout en restant en première division. Et il y a un club en question, un club, qui a un peu mauvaise de savoir que potentiellement et possiblement, Bordeaux pourrait se maintenir en Ligue 1 et faire défaut sur sa dette. Il y a un club qui a commencé à dire, les gars, pour l'équité sportive, c'est pas top, et je serai prêt à porter réclamation auprès de la DNCG si vous validez ce maintien en première division. C'est Lyon. Lyon, l'Olympique lyonnais, a commencé à taper du poing sur la table en disant « Nous, on a souscrit à 2 PGE, en plus du PGE souscrit par la Ligue, depuis la crise du Covid. On est endetté, on a augmenté notre passif, qui était déjà important, mais qui était un passif autrefois structurel,
via l'endettement pour la construction du stade. Mais en tout cas, depuis la crise, ils ont souscrit à 2 PGE, dont le dernier était de 90 millions d'euros. Donc PGE, prêt garanti d'État. Donc ils ont augmenté leur passif depuis la crise, ce qui est un droit de leur part et ce qui est normal. C'est pas là-dessus on va discuter. Hein. Ils éprouvaient des difficultés, ils ont pris un prêt garanti d'État. Très bien. Là, simplement, ce qu'ils disent, et ça peut parfaitement se comprendre. Je suis pas en train de dire ils ont raison, ils ont tort, c'est pas bien, c'est bien. Ils disent simplement de quel droit nous, on s'est endettés, on subit les foudres de la crise, on restera en première division, très bien, c'est pas le souci. Bordeaux, il a une gestion cataclysmique depuis la reprise de King Street. On pourra en parler aussi de cette gestion qui est pathétique et pitoyable de Longue Épée et de ses collaborateurs, avec, c'est ce que disait l'équipe, et je les cite, un fonctionnement au niveau de Ligue des Champions pour un club qui finit même pas parmi les Européens. De quel droit donc Bordeaux pourrait être sauvé, pourrait faire défaut sur sa dette, alors qu'il a une gestion cataclysmique de ses finances et qu'il a frôlé le dépôt de bilan. Donc Lyon a porté réclamation. Et ça pourrait donc, et encore une fois, je ne suis pas en train de dire c'est normal, c'est pas normal, c'est honteux, c'est pas honteux. Simplement, le règlement, je pourrais vous le citer parce qu'il est clair à ce sujet. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, attendez que je le retrouve, parce que c'est en termes de vocable juridique, ça veut tout dire. C'est qu'on s'imagine que, attendez que je le retrouve parce que je l'avais enregistré. En fait, voilà, il y a une phrase qui est vachement importante. Si certains ont déjà fait du droit, ils doivent comprendre ce que je veux dire. C'est que tout est dit textuellement dans l'article amendé. Un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui bénéficierait d'un plan de sauvegarde ou d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce antérieurement à la reprise effective du championnat 2021-2022 sera admis à participer au championnat dans la division dans laquelle il aura été sportivement qualifié. Ok. Sauf que, sous réserve des décisions éventuelles de la DNCG dans les respects de l'équité sportive. Eh bien là, à ce niveau-là, l'équité sportive ne serait possiblement pas respectée, et la DNCG pourrait parfaitement dire, puisque Lyon s'en plaint et Lyon pourrait porter réclamation, mais d'autres aussi, encore une fois. Je ne suis pas en train de dire, Lyon les méchants ou Lyon ils ont raison. C'est là simplement, Lyon a tapé du poing, mais tous les autres pourraient parfaitement le faire. Et de dire, attendez, vous avez une gestion cataclysmique ? Parce que certains, en gros, l'amendement qui avait été voté l'article 103 amendé, 103 bis amendé, il était fait pendant la crise économique du Covid. Et on pourrait dire ils subissent un redressement judiciaire. En gros, il avait été mis en place pour éviter les faillites de clubs pendant la crise économique. Sauf que certains vont dire, et ça se tient parfaitement, et là-dessus, j'aurais plutôt tendance à être d'accord avec eux, que Bordeaux, actuellement, sa situation économique n'est pas due au Covid-19. La situation économique de Bordeaux est due à la gestion cataclysmique de King Street depuis son arrivée antérieure au Covid-19. Donc, le sous-réserve, comme tu dis, NYK13, se tient parfaitement. Alors, l'équité à géométrie variable, oui, parce que tu pourrais me citer Luznac, par exemple, c'est vrai, tu as raison. Mais encore une fois, l'amendement avait été voté pour les cas des clubs qui perdraient de l'argent durant la crise du Covid-19. Bordeaux, tu pourrais parfaitement plaider, ou quelqu'un pourrait parfaitement plaider, que la situation économique de Bordeaux n'est pas due au Covid-19, mais due à sa gestion antérieure au Covid-19. Donc, ça ne serait pas normal qu'ils puissent bénéficier d'un amendement Covid à cause d'une situation produite antérieurement au Covid-19. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, de mon humble avis subjectif, personnel, n'allez pas dire que Pierre Rondeau a dit ça, donc c'est la fin du monde. Parce que souvent, par exemple, je vois des articles type Foot 01 ou But, enfin des sites de merde. Je fais un tweet comme ça dimanche matin, et ils en font un article entier. Donc, de mon humble avis personnel, je trouve que ça se plaide. Et je trouve que l'équité sportive à ce niveau-là irait dans le sens des Lyonnais qui, eux, ont pris des crédits et des prêts du fait de la crise économique, qui restent en Ligue 1, c'est pas le souci. Mais Bordeaux pourrait profiter de l'amendement Covid-19 pour rester en Ligue 1, alors qu'ils ont provoqué leur endettement avant le Covid-19. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà, tout n'est pas fini, on en verra mardi, mais en tout cas, initialement, leur plan était de dire, voilà, on se met en redressement pour faire défaut sur la dette et se maintenir en Ligue 1, puisque le règlement le permet. Sauf que, sous réserve de la DNCG, là-dessus, alors je me mets à la place même des supporters toulousains qui pourraient dire, s'il vous plaît. En plus, j'ai des potes qui sont supporters de Toulouse, et j'en avais pas conscience, mais j'ai découvert que la rivalité Bordeaux-Toulouse allait
on me dit, je ne sais pas si vous confirmerez ou pas, qu'elle serait aussi importante que la rivalité PSG-Marseille. Donc j'imagine que le supporter toulousain qui pourrait bénéficier d'une montée en Ligue 1 suite à la faillite ou la relégation de Bordeaux, j'imagine que ça devrait les faire plaisir. Donc voilà. Alors pourquoi Lyon cherche à couler Bordeaux? C'est pas qu'ils ne cherchent à le couler, attention, on n'est pas en train de dire les méchants lyonnais contre les pauvres gentils bordelais. Simplement, je trouve que d'un point de vue strictement subjectif, me concernant et même plus large objectivement, ça se plaide. Puisque je le répète, la gestion de Bordeaux est antérieure à la crise du Covid-19. Et l'amendement en question a été fait pendant le Covid-19 pour éviter les faillites dues à la crise du Covid-19. Et il n'est pas normal qu'ils bénéficieraient de cet amendement alors que leur dette a été constituée avant la crise. Si tu vois ce que je veux dire de là derrière. Après, encore une fois, ça pourrait se plaider. Hein. Si Lyon porte réclamation, il va avoir débat, médiation, négociation à la DNCG, et Lyon pourra plaider sa cause. Je ne dis pas que ça va être comme ça ou ça va être comme ça. C'est juste simplement, alors que certains pensaient que l'article 103 les sauverait, rien n'est fait pour l'instant. Et c'est voilà, j'ai dit Lyon parce que ce sont les premiers qui ont porté réclamation, enfin qui ont tapé du poing sur la table. Et on peut parfaitement imaginer que tous les clubs de Ligue 1 disent attendez, c'est pas normal, parce que Bordeaux, avant la crise, ils avaient une masse salariale qui avait explosé depuis l'arrivée de King Street. Ils avaient des collaborateurs conseillers de longue épée qui étaient payés à des salaires, c'est ce que disait l'équipe, des salaires new-yorkais, donc c'est au-dessus des salaires parisiens. Ils avaient engagé une équipe de scouting en Amérique du Sud payée plus de 180 000 €. Ils ont acheté aucun joueur en Amérique du Sud. Moi, voilà, il y a des comme ça des choix qui sont aberrants. Donc voilà, les 300 000 € de Koscielny, par exemple, c'est vrai. Donc encore une fois, je le répète, ça se plaide. Ça se plaide. Et on en verra la suite, mais on verra. Bordeaux-M ou Bordeaux-Lyon reste une affiche 10 fois plus vendeuse en France qu'un étranger qu'un IMOM. Ouais, tu veux dire par rapport à si Bordeaux se maintient? Alors, je répète, si Bordeaux se maintient, c'est pas Nîmes qui est sauvé. C'est Toulouse qui si Bordeaux n'est pas maintenu, c'est Toulouse qui monte en Ligue 1. Voilà. Donc, c'était tout ce que je voulais dire sur le cas de Bordeaux. On en saura plus mardi, mais encore une fois, c'est pas parce qu'ils se mettent en redressement judiciaire et qu'ils déclarent, enfin, qui soulèvent l'article 103 amendé, 103 bis amendé, qui sont assurément sauvés. Le sous-réserve de la DNCG est vachement important. Et ça se plaide. Dans le respect de l'équité sportive. Nîmes était vachement inquiété. Alors, je réponds à ta question à Israël 94. Nîmes était vachement inquiété. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont fermé leur centre de formation et qu'ils ont fait beaucoup de restrictions budgétaires et salariales. Après, dans l'ensemble, les clubs, pour l'instant, tiennent parce qu'ils sont soutenus par leurs actionnaires. Et alors, il y a un autre élément à prendre en considération. Là, je vais encore plus m'étaler là-dessus. C'est le cas des droits TV, parce qu'ils avaient escompté n'avoir que 600 millions d'euros dans leur poche des droits TV avant l'arrivée d'Amazon. Et maintenant qu'Amazon est arrivé, ils se retrouvent avec 663 millions d'euros. Donc, en gros, ils avaient construit des budgets, je dirais, pérennes, en escomptant 600 millions d'euros de droits TV. Et là, il y a eu un tout petit peu de beurre dans les épinards, puisqu'ils se retrouvent avec 663. Sauf que, alors, pardon, Théobaldo, qui prend la décision finale à la DNCG pour le projet de reprise, Pierre, le mardi, en gros, on saura plus mercredi. Parce que mardi, ils annoncent, d'après les communiqués de presse, se mettre. Mercredi ou pas, parce que Lopez a demandé quand même 15 jours. Et la DNCG, c'est en juin-juillet qu'elle reçoit les. Enfin, c'est surtout en juin et début juillet qu'elle reçoit les dossiers des clubs et qui passe les euros, si je puis dire, pour valider leur budget a priori, et commencer la saison en août. Donc, il faut que ça aille très vite. Et quand Lopez demande 15 jours, on est 19. Donc, après, il y a une stratégie, j'en avais parlé avec Yoann Micou, qui, pour les supporters bordelais, ça les a touchés parce qu'il a publié une lettre hier dans l'équipe appelant à véritablement un changement de philosophie, mais surtout appelant à sauver le club et éviter ce qui sombre ce qui tombe en dépôt de bilan.
J'en avais parlé, on avait parlé tous les deux à ce sujet. Moi, mon opinion, c'est pas une opinion, ou si c'est mon opinion, mais elle est personnelle. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que je pense avoir raison, je pense avoir tort, mais et vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Et j'ai le sentiment que moi, je serais partisan du reset. Dans ces cas-là, autant faire reset. Et quand je dis reset, c'est faire ce qu'a fait Bastia et ce qu'a fait Strasbourg à leur insu. Hein. C'est pas eux qui l'ont décidé, mais à leur insu. Reset, c'est dire OK, liquidation judiciaire. Fait défaut sur la dette, on disparaît. On retrouve un statut amateur. Les Girondins de Bordeaux retrouvent un statut amateur. Mais tout le passif est supprimé, est effacé. Plus de dette. En plus, ça la mettrait, ça la mettrait à l'envers à Fortress, et moi, ça me ferait plaisir parce que j'aime pas trop ces fonds d'investissement autour. Mais pour les supporters, c'est quand même dommageable de se retrouver en 5e division, retrouver un statut amateur et se reconstruire positivement et posément avec des acteurs locaux directement. Et c'est pour ça que j'en avais parlé à Mikou, parce que Mikou Yann avait ce projet avec d'autres anciens joueurs, non pas de reprendre le club, mais d'avoir une participation dans les projets de reprise et vouloir prendre la parole à ce sujet, ou même les supporters. Mais ils n'en avaient pas les moyens, parce que ce soit les supporters ou les anciens joueurs, n'ont pas les moyens de poser 50 millions d'euros sur la table. Voilà, comme Le Mans et Bastia, et comme aussi Strasbourg. Parce que Strasbourg est un bon exemple, parce que Strasbourg a réussi à remonter la pente, et est en première division. Si tu fais défaut sur ta dette, si tu te mets en liquidation judiciaire et tu retrouves un statut amateur, tu peux ensuite récupérer le club à peu de frais, et donc avec un statut, par exemple, de société coopérative à intérêt collectif, donc SCIC, ce qu'a fait Bastia et ce que va faire Tours. Société collaborative d'intérêt collectif, c'est en gros les socios espagnols, avec les supporters qui directement seraient des parties prenantes intégrées à la gestion et à l'administration du club. Les joueurs et les anciens joueurs aussi pourraient en faire partie. Et ensuite, donner les moyens, mais des moyens locaux, des moyens pérennes, des moyens efficients, à petit sportivement remonter la pente. Alors oui, tu me diras, effectivement, Phocéen, tu me diras que tout le monde ne réussit pas. Plusieurs gros clubs historiques français qui sont tombés en désuétude ont du mal à remonter. Je pense à Auxerre qui reste en Ligue 2, par exemple, mais Pierre Sedan, qui effectivement, ils sont où, Sedan? Ils sont en National ou en N2? Je ne sais même plus où est-ce qu'ils sont, Sedan. Je ne sais plus où est-ce qu'ils sont. Vous me direz. Enfin bref, c'est risqué. Mais là, tu es sûr que toute l'ancienne direction, tu les dégages. Et tous les Ki ou les Lopez, que certains ne veulent pas voir, tu ne les verras pas. Et tu peux même aussi imaginer qu'en faisant reset et en redevenant un club amateur, les Girondins de Bordeaux, ce club amateur, ça soit les supporters qui prennent possession directement du club et qui en deviennent les propriétaires exclusifs, via une société coopérative d'intérêt collectif. Ouais. Malheureux, alors les fonds d'investissement autour, mais en tout cas, oui, c'est sur du LBO, c'est sur de l'emprunt auprès de fonds d'investissement. C'est comme il a récupéré avec Lille. Hein. C'est le même mécanisme. Et certains me diraient que ça a fonctionné avec Lille parce que Lille s'est retrouvé champion de France, mais il a laissé quand même un passif assez colossal auprès de Lille, pardon. Pareil, je marque fort en Ligue 1, on a tellement de clubs qui ne sont pas vendeurs, que Bordeaux, oui, reste un très grand vendeur, et si reste contre ses descentes, il se flingue lui-même pour les droits TV notamment. Oui, mais après, franchement, t'as le double raisonnement, Michael 23, c'est que oui, pour comment dirais-je, la popularité, la médiatisation de ta Ligue 1, tu as besoin, et c'est une évidence, d'avoir des clubs forts, et Bordeaux est un club fort qui a une marque forte. C'est vrai, là-dessus, je te rejoins. Sauf que, les droits TV ont déjà été dealés. Je n'ai pas fini là-dessus, parce que j'avais ouvert une parenthèse, il faut que je finisse là-dessus. Les droits TV ont été dealés jusqu'en 2024, donc tu n'as plus à t'inquiéter de cette visibilité, en tout cas jusqu'en 2024. Et ensuite, encore une fois, sur l'équité sportive, ça se comprend parfaitement. Mais tu as raison, c'est vrai que aussi, la Ligue 1 a besoin d'avoir des villes fortes en première division. Bordeaux, c'est quoi? C'est la 4e ville de France. 5e. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, 5e. Donc, ils ont besoin. Le stade,
Ça m'étonne. Alors, je sais pas, parce que Strasbourg, ils l'ont fait. Alors, encore une fois, s'ils restent en Ligue 1, ils le conservent, hein, mais s'ils retrouvent un statut amateur, Auxerre, je crois, en national évolué dans son stade, et ça faisait les plus grandes affiches à 20 000 spectateurs en national. Je sais pas. J'imagine que la mairie ne va pas demander un loyer aussi colossal si je sais pas. Là-dessus, je peux pas te répondre. Franchement, je me suis pas tellement renseigné, mais comme c'est un prestataire privé qui le détient, il pourrait demander réparation. Il pourrait avoir des problèmes à ce niveau-là. C'est sûr qu'il faudrait se renseigner plus en amont et plus en longueur sur ce détail. C'est vrai que c'est intéressant, tu as raison, parce que c'est un prestataire privé qui le détient. Il y a une construction public-privé. Donc ouais, ça sera à regarder, à s'y intéresser. Donc oui, pour Amazon, c'est vrai, voilà, parce que c'est... ouais, bah ok, j'avais pas lu l'article, Carrasco, j'ai regardé. Merci. Je m'y suis pas intéressé, en fait, pour dire la vérité. Donc, ok, super. On va aller voir ce qu'a envoyé Carrasco. Ouais, c'est un partenariat public-privé, le Matmut. Ouais. Donc, oui, je disais donc Amazon, c'est qu'il y a la question, les clubs ont été assurés parce que c'était une question sur quels clubs sont inquiétés ou en danger. Et pour l'instant, ils sont solvabilisés par l'apport des actionnaires. C'est ce qu'avait dit Jean Micheler, le président de la DNCG, lors de son audition à la commission parlementaire, en disant que pour l'instant, ils sont solvabilisés par les actionnaires, mais si ça continue comme ça, ils pourraient arrêter de vouloir à chaque fois renflouer les caisses. Les clubs s'attendaient à avoir 600 millions, ils ont eu 663 millions de droits TV. Donc, ils respirent quelque peu, il y a un tout petit peu de margarine dans les épinards et non pas du beurre. Sauf que les 663, il y a un détail qui n'est pas anodin, c'est concernant le lot3. Alors, vous me dites, hein, parce que comme j'en ai parlé 10 000 fois, peut-être que je radote et on passe à autre chose. Mais le lot3, pour l'instant, ce n'est pas certain qu'il va être payé, hein, parce que Canal s'est retiré, c'est BeIN qui le récupère, s'ils peuvent le récupérer. BeIN, est-ce qu'ils vont accepter de payer alors que jusqu'ici, ils étaient prêts à payer seulement 165 millions d'euros pour la Ligue 1 ? Est-ce qu'ils vont être solidaires avec Canal et porter réclamation ? S'ils portent réclamation, La Brune, dans l'équipe, a répété que la justice leur a donné 2 fois raison, sauf que ce qu'a oublié de dire Étienne Moati dans son article, c'est que Canal a fait appel de la décision du tribunal de commerce. Donc, la procédure judiciaire n'est pas terminée, parce qu'il y a eu un appel, et la réponse devrait être donnée soit cet été, soit à la rentrée prochaine. Donc, on ne sait pas encore. Il y a toujours une incertitude sur ces 332 millions d'euros, puisque le premier versement droit TV doit être effectué le 5 août. Est-ce que le 5 août, il va être versé ? Est-ce que c'est Canal qui va finalement rester en Ligue 1 ? Est-ce que c'est BeIN qui va accepter de payer, alors que jusqu'ici, il n'était prêt qu'à mettre que 165 millions d'euros sur la table ? Est-ce que BeIN, c'est une possibilité ? Là-dessus, c'est intéressant. Le Qatar va payer. BeIN était prêt, je le répète, dans le ticket, la proposition chaîne LFP, enfin chaîne Ligue 1, Ligue 2, Canal BeIN. BeIN n'était prêt qu'à mettre que, en cash, 160, je ne chiffre précis, 165 millions d'euros. Plus les 78 millions d'euros de bonus en fonction de la réussite de la chaîne. Et là, on leur dit maintenant, vous récupérez 2 matchs, si Canal se retire, vous récupérez 2 matchs, c'est pas les plus grandes affiches, pour 332 millions d'euros. Le Qatar a beau être riche, BeIN, ils perdent de l'argent sur les droits TV du foot et du sport. Je ne sais pas s'ils vont accepter. Ils peuvent aussi revendre en sous-licence à Amazon. Ouais, c'est ce que dit Mita, hein, c'est ça. On entend dire qu'Amazon peut récupérer le 3 parfaitement. C'est pas faire défaut, hein. C'est BeIN peut aussi vendre en sous-licence à Amazon. Amazon pourrait, ça serait il y aurait un intérêt commercial pertinent qu'Amazon devienne le diffuseur intégral et exclusif de la Ligue 1 française. Alors oui, on pourrait s'imaginer que dans ce cas de figure, une augmentation certaine des prix d'Amazon Prime, aujourd'hui c'est à 49,90 €, ça pourrait doubler. En Angleterre, c'est à 92 € par an. Mais si vous avez demain Amazon qui récupère le lot 3 au même prix, 332 millions d'euros, qui devient diffuseur intégral de la Ligue 1, donc des 10 matchs, et de même de la Ligue 2, donc de 20 matchs par journée, Ligue 1, Ligue 2, pour même 100 € par an, allez, je sais pas, ou 120, 12 € par mois,
Franchement, ça reste intéressant. Après, vous me direz oui, mais il faut se rajouter à ça Beansport et Canal qui ont la Ligue des Champions, qui ont Bean qui a les championnats européens, Canal qui a la Première Ligue. Oui, c'est vrai. Après, le seul fan de foot, si on lui dit demain que tu as une chaîne intégrale, parce que Téléfoot n'avait pas l'intégralité du foot, là, tu as une chaîne intégrale qui a 10 euros par mois, ça peut être intéressant. Ici, ils sont à 100%. Michael 23, je fais le trottoir à ce prix-là. Humour. Oui, mais là, alors attention, je vois la question, mais Théobaldo, est-ce que posséder des droits TV est rentable pour une chaîne? Oui, mais là, Amazon n'est pas du tout dans ce cas de figure, dans le même cas de figure, dans le même raisonnement que Canal et Bean. Bean, pareil, n'est pas dans ce raisonnement parce que Bean, c'est le Qatar et Bean a une dette de plus d'1 milliard, mais n'a pas l'air de tellement. Enfin, jusqu'ici, il n'avait pas l'air de s'en préoccuper. Peut-être qu'il commence à s'en préoccuper, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas mis beaucoup d'argent pour la Ligue 1. Mais Amazon n'a pas le même mode de fonctionnement et le même raisonnement économique que Canal+, qui est Canal+, pour son positionnement et sa survie comptable, a besoin des abonnements pour survivre et fait ce calcul. Si un abonné coûte tant, si mes droits TV coûtent tant, c'est ce qu'avait fait Maxime ça dans l'after. Je multiplie le nombre d'abonnés, moins les taxes et moins la TVA, fois le prix de l'abonnement, j'ai une somme, et donc je le compare aux droits TV, je suis perdant, je suis gagnant. Amazon n'a pas ce raisonnement parce que, Amazon est une entreprise mondiale. Les gains, les pertes, quelque part, sont compensées par les gains ailleurs. Quand Amazon peut perdre de l'argent en France, par exemple, il peut le récupérer, il peut compenser les pertes par les gains dans d'autres pays. Premier élément. Deuxième élément, Amazon n'est pas positionné que sur la diffusion du foot et des droits TV, mais c'est un packaging dans le e-commerce qui a Amazon Prime, les séries, les films, le streaming, le cloud, le e-commerce. Il y a une étude, par exemple, de Morgan Stanley qui montrait que sur le territoire américain, les abonnés Prime ont tendance à consommer 2 fois plus sur la boutique Amazon que les non-abonnés Prime. Qu'un abonné Prime, c'est une moyenne qui m'a choqué quand j'ai entendu, un ménage, pas une personne, un ménage, en moyenne, consomme $3 000 par an chez Amazon, alors qu'un non-abonné, un ménage non-abonné, c'est $1 500. Donc l'abonné Prime, parce que la gratuité des frais de port, la livraison accélérée, il y a une accélération du consumérisme. Ça me fait penser à un sketch de Marie Fred dans les SAV, Maleus Maleficarum, mécréant. On est vraiment dans le consumérisme à outrance. Amazon ne cherche pas à générer un profit et une liquidité, ou des liquidités, sur les droits TV. Les droits TV, en fait, finalement, c'est qu'un aspirateur vers le consumérisme, un aspirateur vers la consommation sur sa boutique, un accélérateur d'abonnés pour que ces abonnés ensuite aillent sur la boutique en ligne, aillent sur la consommation de streaming, aillent sur le cloud. Mais en fait, c'est un packaging. C'est pas juste le foot, ça coûte tant, j'ai combien d'abonnés, ils payent tant par an, je multiplie, j'ai tel résultat. Non, c'est les pertes, les gains sont compensés par le positionnement international d'Amazon, alors que Canal, c'est la France et l'Afrique. Voilà. L'Espagne, je crois aussi, mais ils ne sont pas positionnés en Europe très fortement. Amazon, c'est mondial. Et au-delà de ça, c'est pas que les droits sportifs, c'est tout. C'est le packaging et c'est surtout, à mon sens, là on peut avoir un débat sur ce que vont être les droits TV dans le futur et ce que va être la télévision et les médias dans le futur. Ils se positionnent pour l'avenir. En 2024, quand tous les droits TV seront renégociés et remis à plat, ils pourraient tout récupérer et que dorénavant, les gens iront consommer intégralement et exclusivement sur les plateformes et la télévision en l'avenir va disparaître. Je ne sais pas pour vous, par exemple, alors vous êtes sur Twitch, donc sûrement très connecté, mais est-ce que vous regardez encore la télévision, par exemple? Moi, de moins en moins, personnellement. Il y a encore les personnes âgées, les personnes d'un certain âge qui ont l'habitude de prendre la télécommande, de mettre la télé à 5 heures, c'est dans l'air, c'est à vous, etc. Mais sinon, maintenant, les gens, les générations, nouvelles générations, c'est les écrans. C'est le choix, la liberté, la plateforme. Donc, c'est l'avenir. Et Amazon, là, aujourd'hui, se positionne pour son avenir. Et après, au-delà de ça, sa valorisation, ses bénéfices. Bénéfices année 2020, 21 milliards de dollars. 21 milliards. Alors, vous me direz, c'est année Covid. Donc, ils en ont profité avec le confinement et le commerce en ligne. Mais voilà, valorisé à la bourse à 1650 milliards de dollars. Donc, pour eux, c'est une pécadille, les 300 millions du lot 3. Donc, ils pourraient parfaitement les prendre. Et même s'ils perdent de l'argent en faisant un abonnement Prime à 7 euros par mois,
ce qui serait vachement intéressant pour nous consommateurs, et enfin on pourrait l'applaudir, c'est pas grave pour eux s'ils perdent de l'argent. Parce qu'ils diront non, mais de toute façon, les gens qui sont abonnés Prime, ensuite vont aller consommer sur la boutique en ligne. Si on perd de l'argent ici, on en gagne ailleurs à l'étranger. Et on en gagnera très certainement en France par un développement et par un positionnement dans le futur, puisqu'en 2024, on pourra ensuite se positionner sur tous les droits sportifs. Là, je peux vous dire on est au devant, je pense, d'un grand changement de consommation. En fait, la vérité, hier, les programmes de la TV sont plats pour la plupart, et une diminution du nombre de chaînes va devenir inévitable. Selon moi, les programmes sont ennuyants. Ennuyants, et surtout aussi, alors moi, je témoigne encore une fois de mon opinion personnelle. En fait, j'aime, et on aime tous, j'imagine, sur les plateformes, la liberté qu'on a à choisir quand est-ce qu'on veut commencer son programme. Et qu'il n'y ait pas de pub, et d'avoir la liberté de choisir quand est-ce qu'on veut commencer. Aujourd'hui, la télévision, alors je ne parle pas des lives et des événements en direct, comme les matchs de foot, mais films, séries, émissions. Franchement, ça me saoule quand il faut attendre 21h15. Alors non, c'est affiché 21h. Par exemple, moi, j'aime beaucoup Top Chef et Koh-Lanta. C'est ce que je regarde dans la télévision, on va dire. Et quand ils annoncent 21h05, début de Top Chef ou Koh-Lanta, mais que non, 21h05, c'est encore les émissions qu'il y a avant, il y a de la pub et c'est aléatoire, on ne sait pas quand est-ce que ça va commencer précisément. On est coupé par la pub, c'est chiant, ça m'énerve. Comme ce n'est pas des émissions en direct, et j'aimerais qu'on ait le pouvoir de pouvoir dire allez hop, j'ai envie que ça commence là à 20h45, à 20h47, ou quand j'ai envie que ça commence. Encore plus pour des programmes qui ne sont pas en direct. Donc ça pourrait... Ouais. Et en plus, le John Doe, avant, t'as une émission qui est gênante, avec l'humoriste, là, je ne sais plus comment il s'appelle, l'ancien des Guignols. Oh, qu'est-ce que c'est gênant. Je me demande vraiment si les gens rigolent, si ça marche. Voilà, c'est Canclou. Déjà, visuellement, ça fait peur quand il fait les deepfakes. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors peut-être que j'ai pas d'humour. En tout cas, je ne trouve pas ça drôle. Peut-être que des gens trouvent ça drôle, donc je ne trouve pas ça drôle. Mais moi, je trouve ça gênant. Et 3 pages de... Oui, voilà. Donc, je pense que c'est l'avenir. Et je pense qu'Amazon, voilà, je pense qu'il faut sortir de l'analyse qu'a eu Maxime Saada avec Mediapro et qu'il a eu avec lui, sa chaîne de télé, avec les droits TV. Je pense que dorénavant, le paradigme qu'on doit avoir avec Amazon n'est plus prix d'abonnement fois nombre d'abonnés égale droit TV. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Amazon, c'est un positionnement stratégique de long terme. C'est l'avenir des médias et du multi-écran. C'est une entreprise mondiale qui propose un packaging commercial. Et en s'imaginant que les abonnés Prime pour le football deviendront des abonnés Prime pour la boutique en ligne et iront acheter en ligne. Et en plus, comme il y aura les algorithmes qui sauront précisément ce que vous êtes et ce que vous faites, là vous dira contrôle des données, visibilité et autres, leur algorithme dira tiens, t'es supporter de Toulouse, on sait que tu as regardé telle série. Ça veut dire que d'après l'algorithme, ce produit t'intéresserait fortement. Ne voudrais-tu pas l'acheter? Donc voilà, il y a ce côté aussi que certains pourraient critiquer. Et aussi, on peut critiquer le côté Amazon fiscalement, Amazon qui détruit des quartiers, des librairies et autres. Ça, c'est vrai. Et c'est un débat et c'est une question qu'on peut avoir. Mais globalement, Amazon, pour l'instant, il pourrait récupérer le 3. À voir, on verra ce qui va se passer. Ils ont annoncé qu'ils allaient communiquer dans les prochains jours. En tout cas, vendredi dernier, quand ils ont obtenu les droits, ils ont sorti un communiqué de presse disant qu'ils allaient communiquer dans les prochains jours. Voilà. Alors, penses-tu plausible que la situation au Bordeaux ne trouve pas de repreneur? Oui, c'est plausible, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est plausible, c'est parfaitement plausible. Ça n'est pas visionnaire, surpris qu'il ait un prix motif du genre 9-10 euros par mois. Ouais, mais le problème en fait, le problème avec la chaîne Ligue 1, tout Ligue 1 à 9-10 euros par mois, quand tu es une chaîne mainstream traditionnelle, type Canal, voir ce qu'était Téléfoot, c'est que tu dois avoir ce raisonnement prix d'abonnement fois nombre d'abonnés égale droit TV. Et si les clubs exigent des droits TV de 600-700 millions d'euros, ça va être très compliqué pour toi d'avoir 5, 6, 7 millions d'abonnés si tu fais un tarif de 10-15 euros. Parce qu'aujourd'hui, les gens, encore plus, c'était la chaîne de télévision qui coûte cher. Canal, par exemple, aurait peut-être dû miser sur sa plateforme, parce que Canal, n'oublions pas, a une plateforme, MyCanal. Si Canal avait dit on fait une chaîne on fait des matchs sur MyCanal et pas la création d'une chaîne de télé BeIN Canal, peut-être qu'ils auraient... Enfin, je sais pas. Ouais, quand tu dis pas assez visionnaire, peut-être.
Ce serait pas mal après ce qui s'est passé, qu'il intervienne dans les médias. Vive l'IPTV, Sylvain. Si demain, tu as Amazon Prime qui a tout, l'IPTV, ça sera terminé. Enfin, je sais pas comment tu vas te positionner, mais si demain, on me dit que pour 7-10 euros par mois, tu as tout le foot, peut-être que, je le répète, hein, en 2024, remise à plat de tous les droits TV, qui devraient être renégociés en 2022-2023. Si Amazon constate que c'est un succès, le foot, la Ligue 1, sur sa chaîne, sur sa plateforme, Amazon pourrait se positionner pour la Ligue des Champions. Vous imaginez que demain, on pourra avoir Amazon qui est tout. C'est une perspective. Et l'autre chose avec Hypnor sur la fusion TF1-M6 qu'on pourrait envisager, c'est comme ils ont droit à du sous-licencement, on peut faire du sous-licencement à la carte, et TF1-M6 pourrait parfaitement, si ça les intéresse, acheter quelques matchs à la carte sur le lot 3, voire sur le lot Amazon, parce qu'Amazon peut parfaitement sous-licencier à la carte sur des chaînes en clair, type TF1, la fusion TF1-M6, voire ce qu'ils ont fait sur le territoire américain, des matchs sur Twitch. C'est ce qu'ils ont fait pour la NFL. C'est ce qu'ils veulent faire pour la NFL. Twitch, rappelez-vous, ça appartient à Amazon. Là, vous allez dire, Pierre est sur Amazon, il dit du bien Pierre est sur Twitch et il dit du bien d'Amazon. Forcément, il sera vendu. Non, malheureusement, j'ai pas reçu de chèque d'Amazon. Je vous l'aurais pas dit si j'avais reçu. Non, je déconne. Non, j'ai pas reçu de chèque d'Amazon. C'est un constat personnel et totalement subjectif. Mais en tout cas, Twitch, oui, c'est une plateforme d'Amazon. Et Twitch va diffuser quelques rencontres de NFL sur les droits de TV détenus par Amazon à partir de 2023. Donc on pourrait parfaitement imaginer à ce que Amazon diffuse des matchs de Ligue 1, de Ligue 2 sur Twitch dans les prochaines saisons. Ça serait une perspective intéressante, une possibilité. En tout cas, ils ont le droit de le faire. Voilà. Ouais, j'ai pas reçu de virement. Non. Oui, bien sûr, du pay-per-view, il pourrait aussi, sur Twitch, faire un abonnement payant. Si vous abonnez à une chaîne, là, c'est quoi? C'est 4,90 l'abonnement à une chaîne, je crois. Sauf si vous êtes Prime, c'est gratuit. Mais je sais pas, il y a plein de modèles qui sont possibles. Hein. Là, il faut imaginer que tout est possible avec ce changement. Alors, pour revenir sur les plateformes, merci John Doe de le soulever, parce que c'est vrai que je voulais revenir. Moi, je vous rappelle, il faut que je parte à midi. Hein, donc, on va essayer d'être concret. Pour revenir sur quid d'une série sur Amazon comme celle de City, mais avec un club français, pourquoi pas Bordeaux. Théo Baldo, c'est très intéressant ce que tu dis. Je ne sais pas si j'avais précisé quand j'avais fait le live Twitch avec Thierry Moreau. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais je vous répète ici. Sur tous les arguments qui ont en faveur du choix d'Amazon par les dirigeants de la Ligue lors du conseil d'administration. Il y a eu, vous le savez, qui voulait mettre une amende à Canal, jugé trop prétentieux, qui voulait avoir la meilleure offre fixe à 663, puisque l'offre Beansport et Canal, c'était une offre fixe à 595 et une offre variable à 78 millions d'euros, qu'ils avaient été satisfaits de la qualité éditoriale de la programmation de Roland Garros la veille, justement, de la candidature Amazon, et qui voulait aussi rajeunir le public de la Ligue 1, le téléspectateur. L'âge moyen, c'est 51 ans, déclaré, officiel. Vous direz qu'en streaming IPTV, c'est sûrement plus jeune. Mais qui voulait rajeunir le public moyen. Et dernier point, qui voulait en fait que Amazon soit capable de scénariser, d'éditorialiser, de mettre en scène la saga Ligue 1 à travers des reportages. Chose que Mediapro a été incapable de faire. Mediapro, en fait, on me l'a répété, Mediapro Téléfoot, la chaîne France, n'avait pas de service doc et tout était monté en Espagne. Il n'y avait aucun journaliste spécialisé doc, comme aujourd'hui RMC Sport, par exemple, c'est totalement développé sur le doc. Et maintenant, ils produisent des documentaires en plus de la diffusion des matchs de Première Ligue et de Ligue des Champions. Jusqu'à cette saison, mais l'année prochaine, on verra comment ils vont dealer avec Canal les accords de codiffusion. Mais en tout cas, RMC a des, comment dirais-je, une qualité éditoriale sur la documentation, chose que n'avait pas Mediapro Téléfoot. Et Amazon a présenté cette possibilité de pouvoir produire ou sous-produire, sous-traiter la production de reportages Ligue 1, Ligue 2. Et de mettre en scène, comme ils l'ont fait avec Leeds, avec Tottenham, avec City,
avec Paris. Alors certains critiquent en disant que ce sont des documentaires commerciaux extrêmement partisans du club et qu'on n'apprend rien et qu'on a l'impression que c'est une pub géante. Mais en tout cas, voilà, Amazon le fait avec la LFL. Amazon a une capacité à soit... Parce que je vous le dis, et vous allez répéter, vous allez dire, ah, Pierre, en fait, c'est un vendu à Amazon. Il est sur Twitch et il parle du bien d'Amazon. Et ce que je vous dis aussi, c'est qu'en septembre prochain, Amazon va produire la suite de son reportage sur le PSG. En fait, ils avaient dealé un accord avec le PSG parce qu'ils espéraient, le PSG et Amazon espéraient à ce que le PSG remporte la Ligue des Champions. Et ils voulaient faire une sorte des yeux dans les bleus avec le PSG sur la conquête de la Ligue des Champions. Donc toute la saison, ils ont filmé avec le PSG pour mettre en scène ce qu'ils espéraient la victoire du PSG en Ligue des Champions. Et dans ce reportage, vous verrez un certain Pierre Rondeau qui a participé, où je suis interrogé sur l'économie du PSG. Voilà. Donc Amazon a cette capacité à produire ou à sous-traiter, parce que là, pour le reportage du PSG, ils l'ont sous-traité à une boîte de prod. C'est pas eux directement qui l'ont fait. Ils sont producteurs, mais ils sont pas réalisateurs et scénaristes. Salut Soso. Et donc voilà, l'un des arguments d'Amazon, c'était de dire voilà, on est capable de produire des reportages et donc de vendre visuellement, de scénariser, d'éditorialiser, de sacraliser la saga Ligue 1 toute la saison. Ce qu'on avait été incapable de faire Mediapro Téléfoot, qui n'avait pas de service de reportage et de doc, et où tout était monté en Espagne. Et ça avait été beaucoup critiqué d'ailleurs par des équipes. Voilà. Donc, on parle un peu des réformes prévues par la LFP. Ça vous dit? Comme il reste 20 minutes. Comme je sais que vous avez plein de questions, j'ai envie de répondre à tous, mais puis au final, ce n'est pas le jeu avec répartition bizarre qui embête Sada. Exemple, si je pense qu'il y a des grosses affiches portées, on est obligé de payer plus de matchs uniquement. Alors attention, dans le lot 3, le nouveau lot 3 dealé avec la Ligue et partagé avec Amazon, le lot 3, c'est 28 affiches. Alors, c'est les matchs samedi 21h, dimanche 17h, mais il a les 28 affiches numéro 1, 10 affiches numéro 3 et 38 affiches numéro 4. Et ce qui est mis en avant par la Ligue en disant Canal, franchement, vous avez bon dos de vous plaindre, c'est que le PSG étant européen, le PSG jouera très régulièrement le samedi, et notamment le samedi 21h. Donc, Canal aura le PSG très, très régulièrement, et donc le PSG générateur et draineur d'audience. Donc voilà. Putain, il y a des abonnements. Merci. Merci infiniment, et je ne sais pas comment vous remercier. Non, parce que c'est en fait dans le choix des affiches, c'est Amazon qui a la primeur, et Canal ensuite en récupère les autres. Mais je le répète, même si ce ne sera pas les plus gros, très certainement le Classico ne sera pas sur Canal+, ou le derby Lyon-Saint-Etienne. Mais ce qui est sûr, c'était ce que disait la LFP en disant que Canal a bon dos de se plaindre, qu'il y aura régulièrement le PSG. Parce que le PSG jouera le samedi comme il sera européen. Et s'il joue le mardi en Europe, et ben, il jouera le samedi pour avoir du temps de récupération, donc diffusé sur Canal. Voilà. Alors, les réformes LFP, Hypnor, les micros sur les arbitres, les contrats pro de jeunes 5. Alors, je vous dis, il y en a 4. Sonorisation des arbitres, c'est une réforme qui a directement été proposée par la Ligue, toujours dans la même idée de pouvoir mettre en scène, scénariser, sacraliser, idéaliser l'objet Ligue 1. Si on fait des reportages produits par Amazon, les Anglais, ils ont eu le reportage sur Leeds avec la voix de Russell Crowe. Imaginez qu'on a un reportage, alors je voyais Lens par exemple, mais je ne sais pas, un reportage, une espèce de télé-réalité au quotidien dans un club, je ne sais pas, j'en sais rien, Brest, enfin n'importe lequel, Paris, oui, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, avec la voix de Jean Reno, ça pourrait être stylé par exemple. Ça pourrait être stylé. Donc, caméra sur un joueur. Vous avez vu que le rugby, ils font ça, hein. Le rugby, ils ont la caméra sur l'arbitre. Il y a une caméra maintenant sur l'arbitre. Comment dirais-je, la sonorisation, donc c'est voulu par la LFP, ça va poser 2 problèmes, même 3 problèmes. C'est un, est-ce que les arbitres
très conservateur. Patrick Bosso sur l'OM. Après, il y a Omar Sy qui est supporter de Marseille. Donc, ça pourrait être sympa. Ouais. Enfin, voilà, faites-vous des scénarios dans votre tête. Vous êtes supporter de tel club. Qui vous imaginez comme voix off? Moi, j'avais en tête Jean Reno parce que c'est vrai que Jean Reno, c'est Mufasa, c'est la voix assez grave. Voilà. Mais même la voix française de Russell Crowe, ça pourrait être stylé. La voix française de Russell Crowe dans Gladiator, ça pourrait être stylé d'avoir un espèce de truc, film sur la Ligue 1 avec une épopée. Je sais pas, une épopée à la Lilloise, et c'est la voix française de Russell Crowe, ça pourrait être stylé. Enfin bref. La sonorisation, il va y avoir 3 problèmes qui vont se poser. C'est le syndicat des arbitres, qui est très conservateur, très très conservateur. Vous les suivez un peu, vous voyez un peu comment ils réagissent à chaque fois. Peut-être qu'ils sont, oui, insultés, pas respectés, brimés, peu importe. En tout cas, ils sont très conservateurs. Et je ne sais pas s'ils vont accepter d'être enregistrés pendant les matchs. Il faudrait qu'ils argumentent pour savoir pourquoi ils refuseraient. Parce que je ne vois pas en quoi, en rugby, ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, ce sachant, ah, je ne savais pas, Perpète. Ok, je ne savais pas. La voix française de Russell Crowe dans Gladiator est morte. Ok. RIP. Pardon, dans ces cas-là, si, pardon. Donc le syndicat des arbitres devrait accepter, ils pourraient parfaitement faire grève, s'ils le refusent, ils ont tous les pouvoirs. S'ils refusent d'être filmés, ils font grève, et si on n'a pas d'arbitre, on est bloqué. Donc le syndicat des arbitres devrait valider ou non cette proposition. La Fédération française de football devrait le valider. Elle est garante sur les décisions de la Ligue. C'est elle qui finalement a la dernière main sur tous les choix et toutes les décisions de la Ligue. Et la Fédé pourrait aussi s'y opposer. C'est une possibilité. Encore une fois, il faudrait qu'ils argumentent et qu'ils disent pourquoi vous refusez. Mais ils peuvent le faire. Et enfin, il y a aussi l'UEFA. L'UEFA qui pourrait aussi le refuser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Thierry était président de la Ligue, Thierry avait proposé à ce que la France expérimente l'arbitrage vidéo, en disant, voilà, nous, on se propose à l'UEFA à ce qu'avant d'instaurer la VAR, la France soit un championnat d'expérimentation de la vidéo, et l'UEFA a refusé. Donc l'UEFA pourrait aussi refuser cette forme d'expérimentation si ça ne se fait qu'en France, peut-être en disant que toutes les décisions, tous les changements, toutes les réformes doivent être faites à échelle européenne, et c'est eux qui auront la main sur les choix dans l'arbitrage, y compris dans la sonorisation. Donc l'UEFA pourrait aussi le refuser. Et là-dessus, aussi sur le côté des arbitres, qui pourraient le refuser par conservatisme et par peur d'être enregistrés, c'est l'un des arguments qui serait le plus fort pour mettre à mal ce projet de sonorisation. L'UEFA pourrait dire, c'est nous qui avons la main sur toutes ces réformes, et si on le fait, c'est nous qui prenons la décision, et on le fait à échelle européenne. Donc oui, Théobaldo, il y a plein d'avantages, mais moi, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un débat avec un arbitre qui est opposé, pour savoir pourquoi il est opposé. Ça serait intéressant d'ailleurs de le savoir. Je me pose la question, pourquoi il serait opposé. Le board, attention, c'est sur les règles de jeu, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne crois pas que le board ait son mot à dire sur la VAR et sur la goal line technologie. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise, donc à vérifier, mais il me semble que le board, c'est sur les règles du jeu. Le hors-jeu, la passe en retrait, la main, à quel moment on siffle la main sur les pénaltys, etc., sur les règles du jeu, mais les règles de mise en scène, si je puis dire, de diffusion, la VAR, la goal line technologie, et là, en l'occurrence, la sonorisation, je crois que c'est l'UEFA qui pourrait acter ou non la décision. À vérifier, mais à vérifier. Ça, c'est pour Raymondé. Ouais, disons Raymondé, parce que pas non plus le pauvre Raymond, on le tape dessus. Ça, c'est pour la sonorisation. Personnellement, je suis totalement pour et ça me paraît évident. Mais bon, j'aimerais beaucoup avoir des arguments. S'il y en a ici parmi vous qui sont opposés, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi. Il y a très longtemps, j'avais lu, mais on m'avait dit que c'était légèrement mitonné. Est-ce que vous vous rappelez des bouquins chez Hugo Sport du footballeur masqué? C'était une version anglaise, ensuite ils avaient fait une version française du footballeur masqué. Ils avaient fait le footballeur masqué français. Moi, on m'avait dit que c'était largement mitonné. On me disait que c'était Édouard Cissé, mais coécrit avec Daniel Riolo.
qu'il y avait beaucoup de scénarisation. En fait, c'était une fusion de plein d'anecdotes, de plein de joueurs différents, que c'était pas un seul joueur qui était derrière le projet franco-français. La version anglaise, à ce qui paraît, elle est vraie de vrai. C'est vraiment un joueur. Mais la version française, à ce qui paraît, c'était mitonné. Enfin, c'était pas mitonné, c'était la fusion de plein d'anecdotes dans le milieu sportif. Et après, ils ont fait la femme de footballeur masqué, ils ont fait le rugbyman masqué, ils ont fait le cycliste masqué, et ils ont fait l'arbitre masqué. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je l'ai lu il y a très longtemps, et je ne l'ai plus parce que je crois que je l'ai revendu ou je l'ai donné, mais je ne l'ai plus dans ma bibliothèque. En fait, c'était Hugo Sport qui m'avait envoyé, j'avais lu quand il est sorti. Et en fait, les seuls souvenirs que j'en ai, c'était que l'arbitre était un enculé. Ou alors un queutard. Un queutard. En fait, il disait que dans l'arbitre masqué, l'arbitre, quand il était en déplacement pour un match, il allait en boîte de nuit et il se payait des putes avant et après le match. Et qu'il avait déjà eu des propositions de corruption, qu'il était choyé par les clubs qui jouaient à domicile, qu'il était invité en boîte de nuit, qu'on le payait à boire des coups, il se bourrait la gueule. Et j'avais l'impression que le bouquin, peut-être que c'est, je me perds dans mes mémoires et c'est pas ça, mais moi, dans mes bouquins, dans mes souvenirs, j'ai lu il y a très longtemps, donc peut-être que je me trompe, mais dans mes souvenirs, il y avait du cul. C'était un queutard. C'est un arbitre qui passait son temps à picoler et à baiser. Et parfois, c'était des prostituées invitées par le club qui a accueilli le match. Enfin, voilà, donc, il faudrait que je le relise pour être sûr que je dise pas de bêtises et que ma mémoire ne me joue pas des tours. D'ailleurs, les noms des auteurs de la version anglaise et française n'ont pas été dévoilés. Les rumeurs, c'était Édouard Cissé à l'époque pour la version française. Mais il y a aussi beaucoup de rumeurs qui disaient que c'était Riolo qui avait aidé et qu'au-delà de ça, que c'était en fait un mélange de plein d'anecdotes dans le sport et pas un seul joueur. Il y a combien d'arbitres sur un terrain de foot? C'est une question, ça ou il y en a un, et 2 arbitres de touche, et un 4e arbitre. Ok. On va pas commencer à parler cul. C'était juste, en fait, je voulais juste, en vous disant ça, je pensais surtout cette espèce de conservatisme et c'est plus du conservatisme si ça parle de cul, mais c'était ce côté, les arbitres en fait français ont beaucoup de privilèges. Enfin, peut-être que je vais m'attirer les foudres tout le milieu en les critiquant, mais voilà, on a le sentiment que c'est un petit milieu surprotégé qui, certes, c'est vrai, est largement critiqué et ça va être difficile psychologiquement parlant d'être arbitre de foot. Certains disaient notamment, et c'est ce qui me dérange aussi, certains disaient que la vidéo les aidait pour lutter contre les erreurs d'arbitrage. J'ai pas le sentiment que la vidéo ait réduit le nombre d'erreurs d'arbitrage. Enfin, si, les erreurs d'arbitrage ont réduit, mais il y en a toujours. Regardez le match France-Allemagne, par exemple. Et psychologiquement, ça doit être dur d'être arbitre de foot. Donc, mais après, voilà, c'est quand même des gens qui... Oui, ça c'est vrai, par contre, Firkukra de 12. Ils sont critiqués aussi parce qu'ils ne veulent pas s'expliquer, c'est totalement vrai. Et là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. On a l'impression qu'ils ne veulent pas parler parce qu'ils ont peur de se faire agresser ou réprimander ou insulter, mais ils sont précisément insultés parce qu'ils ne s'expliquent pas. Et ça, il faudrait, comme on impose aux joueurs et aux coachs des conférences de presse de fin de match, et tout comme on impose à ce qu'à chaque mi-temps, les joueurs aillent parler au micro, je pense qu'il faudrait aussi, en tant qu'acteur du jeu, il faudrait aussi que les arbitres aient l'obligation contractuelle de participer à la conférence de presse. Après, ils ont le droit de ne pas vouloir répondre en disant je ne répondrai pas, je ne dirai pas, mais en tout cas, qu'ils viennent s'exprimer devant les caméras. Combien de fois on a dû s'énerver après à la fin d'un match quand on voyait l'arbitre récupérer la balle et avancer tout droit, quand tout le monde parlait sur eux en disant « Monsieur, expliquez-nous pourquoi gna, ils avançaient tout droit et ils s'engouffraient directement dans le vestiaire. Ah ouais, mais si justifient, comme ils le font très bien d'ailleurs en rugby, hein. En rugby, c'est ce que dit d'ailleurs justement Théobaldo, en rugby, les arbitres, ils expliquent. Et c'est clair. Et ok, il n'y a aucun... En totale transparence, je juge ça, et voilà. Et même quand il y a la vidéo, et il y a un doute sur la vidéo, ils vont même expliquer
qu'avec la vidéo, je ne suis pas certain que la faute ait eu lieu, donc dans le doute, je suis en faveur de telle ou telle équipe. Et tout est expliqué. Pourquoi les arbitres de foot sont dans ce conservatisme, ce refus de parler, ce sentiment d'être au-dessus finalement de la foule, de la masse, du milieu, et se positionnent totalement à l'écart. Ils devraient, en tant qu'arbitre et acteur du jeu, avoir l'obligation contractuelle, tout comme les joueurs et le staff technique là, à venir s'exprimer en conférence de presse. Ils devraient avoir cette obligation. Et je n'ai pas les arguments du refus, en fait. Il faudrait que j'essaye de t'inviter. Alors, je connais bien Bruno Derrien, mais Bruno Derrien, ça fait longtemps qu'il n'est plus arbitre professionnel. Je pourrais essayer de l'inviter pour qu'on en discute. Mais comme il n'est plus arbitre professionnel, peut-être que dorénavant, sa parole est libérée et il dirait que c'est aberrant. Voilà. Il faudrait y réfléchir, mais c'est vrai que je ne comprends pas. Bon, il reste 9 minutes. Je vous dis donc sonorisation. Contrat à 5 ans. Le contrat à 5 ans, très rapidement, j'ai allé très vite, même si on en débat et on continue à en débattre d'un point de vue législatif. Je l'avais déjà dit, on avait été auditionné par le groupe de travail à l'Assemblée de Cédric Roussel et de Régis Roinico en économie du sport. Quand je dis on, c'est une espèce de dream team d'économistes. Je l'avais envoyé à Vincent Chaudel parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait les Avengers des économistes. Parce qu'en fait, donc on va être auditionné jeudi par la commission parlementaire mise en place par Roussel et Roinico sur l'économie du foot et les droits sportifs. Et en fait, ils ont fait des Avengers des économistes, parce que donc jeudi, il va avoir Vladimir Andreev, Christophe Lepetit, Lucas Rondel, Richard Duhautois, Vincent Chaudel et Pierre Rondeau. En fait, ils ont envoyé ça. En fait, ils ont envoyé l'invitation à nous tous, et on voit, messieurs, Vladimir Andreev, économiste émérite à Paris 1, Christophe Lepetit, directeur de recherche au CDES, Vincent Chaudel, créateur de l'Observatoire du sport business, Lucas Rondel, professeur à la PSE, Richard Duhautois, économiste, Pierre Rondeau. Moi, ils ont mis auteur du livre Le foot a-t-il explosé et chroniqueur à l'équipe 21, enfin à la chaîne équipe. C'est vraiment genre les Avengers de l'économie. J'avais envoyé un message à Vincent en mettant quand je vois ça, et ce que je voyais, c'était la scène d'Avenger Rassemblement avec le Captain America. Ça m'a fait, bref, ça m'a fait rigoler. Et en fait, pour vous dire, ce contrat à 5 ans, en fait, on en parle depuis très longtemps, d'un point de vue législatif. La seule chose qui pose problème, c'est que dans le droit français, le foot n'est pas spécifique. Donc le foot ne peut pas avoir un règlement spécifique dans le contrat de travail. Sauf si la loi changeait en sa faveur et mettait à appliquer la spécificité du football. Vous me direz que l'article 165 du traité de Lisbonne acte la spécificité du sport, mais ce n'est pas la spécificité du foot. Et si le foot veut le contrat à 5 ans, la loi peut changer, et dans ces cas, la loi changerait pour toutes les disciplines sportives. Et le problème, c'est que toutes les autres disciplines sportives, qui n'ont pas la même maturité que le foot, le refusent. En rugby, par exemple, la maturité sportive, ce n'est pas à 16 ans. Un joueur de rugby, il ne commence pas sa carrière à 16 ans. Il va commencer sa carrière à 22 ans, parce que la maturité n'est pas la même. Si vous imposez à ce que le premier contrat soit de 5 ans, mais que son premier contrat soit signé à 22 ans, parce que la maturité sportive n'est pas la même, ça fait qu'à 27 ans, il sera en fin de contrat, il pourra avoir plus de liberté pour partir, ce qui bloque sa carrière. Parce que le foot, on peut envisager qu'on commence à 16 ans. En volley, en hand, en basket, dans d'autres sports, la maturité sportive n'est pas la même, et en fait, le contrat à 5 ans pose problème d'un point de vue juridique, en termes de droit du travail, si vous ne statuez pas sur la spécificité du football. Donc, on en a parlé avec le groupe de travail d'économie sport à l'Assemblée et on va en parler à la commission parlementaire. Il y a des choses à faire sur ce contrat à 5 ans qui peut être intéressant pour protéger les jeunes joueurs à leur premier contrat, pour éviter à ce qu'ils partent au bout de 3 ans, mais qu'ils restent au moins 5 ans dans le club. Le problème, c'est que si on l'applique en sport, en foot, il faudrait l'appliquer dans tous les sports. Et tous les syndicats de toutes les autres disciplines sportives, ils sont opposés. Et notamment en rugby, ils disent, mais attendez, la maturité sportive, c'est pas 16 ans, c'est 22 ans. Donc, si on signe le premier contrat à 22 ans, et ben, le joueur, il est bloqué jusqu'à 27 ans, ce qui est compliqué pour lui. Donc, pour le faire, alors là, je vous dis, je prends toutes les propositions,
les 4, et je montre les limites qu'il y aurait à leur application. Et pour ce contrat à 5 ans, il faudrait d'abord qu'une loi soit votée sur, c'est ce que proposait par exemple Jean-Pascal Gaillan, qui est un économiste du sport au Mans, qu'une loi soit votée pour la spécificité du football, et non pas du sport. Parce que le sport est déjà spécifique, eu égard à l'article 165 ou 162 du traité de Lisbonne. Mais ce n'est pas le football, c'est le sport. Merci, Nico. Mais tu en connais beaucoup d'économistes, Nico. Appelez-moi Captain America. On est dans les Avengers. Et elle sera diffusée en ligne, en fait, l'audition. Parce que comme c'est une commission parlementaire, on a l'obligation de la diffuser en ligne. Elle sera sur le site internet de l'Assemblée et peut-être, si ça les intéresse, sur la chaîne parlementaire, sur la 13 de la TNT. Moi, je préfère Thor. Thor, il est plus stylé. Iron Rondo, même. Voilà pour le contrat à 5 ans. Il y a un point de vue juridique sur la spécificité du football. Sur maintenant le plafonnement des effectifs, j'avais déjà dit. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est que je refasse un live demain parce que je vais devoir y aller. Il reste 3 minutes, donc je peux refaire un live demain à la même heure, si ça vous dit. Sauf si vous préférez regarder téléfoot, parce que c'est l'heure de téléfoot. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de choses à dire sur le plafonnement des effectifs, parce qu'en plus, j'ai participé à la préparation de ce projet avec l'UNFP. Et c'est un projet de l'UNFP. En fait, l'UNFP, en gros, l'UNFP, comme c'est le syndicat des joueurs, n'est pas très chaude pour acter la réduction des salaires des joueurs. Donc, eux, leur argument sur la réduction de la masse salariale, c'est qu'il faudrait faire à partir du volume. Et volume, c'est finalement de passer d'effectifs qui ont, certains, je vous montrerai les chiffres, ont 45, 42 joueurs sous contrat, qui fait que ça fait une grosse masse salariale. Ils devraient plafonner à 30 ou 33 joueurs sous contrat pour réduire par un effet volume le niveau de la masse salariale sans passer par une réduction des salaires. Demain. Alors, l'after, comment vous dire ? En fait, alors non, c'est faux. Non, c'est faux. Parce que je devais y aller la semaine dernière, mais je ne pouvais pas parce que j'avais l'équipe du soir. Et c'est pas du tout en mode comme je suis à l'équipe du soir maintenant, par la chaîne L'équipe. Je ne vais pas aller à l'after, c'est faux. Parce que j'avais été invité la semaine dernière, mais la semaine dernière, j'avais été invité, mais l'équipe du soir m'a aussi demandé de venir, donc je ne pouvais pas faire l'after. Donc, je pourrais faire l'after s'il y a besoin. Bref, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je pourrais faire beaucoup de choses, Nico. Je pourrais faire beaucoup de choses. Voilà. La date et l'heure de la commission, c'est jeudi prochain de 9h à 10h30. Avec les Avengers de l'économie du foot, Vladimir Andreev, Christophe Le Petit, Lucas Rondel, Richard Duhautois, Vincent Chaudel et Pierre Rondeau. Et moi, je suis Thor. Yes. Donc, voilà. Ok, donc on se dit à demain pour continuer, parce qu'en fait, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, je suis désolé. Je suis désolé. Désolé, pourquoi je m'excuse, c'est ma vie. Ouais, on fait ça, ouais, Carrasco. On fait ça. Et d'autres choses, si vous d'ailleurs parlez d'autres choses, on peut y aller. 11h, ça vous va? Comme ça, l'heure de téléfoot, je sais pas si vous regardez encore téléfoot. Ça fait, moi, je crois que ça doit faire 10 ans que j'ai pas regardé téléfoot. Mais 11h. On dit 11h? On dit 11h. Allez, bon. J'y vais. À tutti quanti. Adios. Merci à toutes et à tous. À demain 11h. Tchuss.